Alors mon objectif ce soir, c'est de vous parler de quelque chose qui pour moi est très important et qui tient dans un chiffre qui est 2 mm. Je vais vous parler de ces 2 mm. Ces 2 mm que certains sportifs font et d'autres ne font pas. Ces 2 mm que vous faites quand vous êtes au top et que vous ne faites pas quand vous n'êtes pas au top. Ces 2 mm qu'on retrouve chez les entrepreneurs qui réussissent et qu'on ne retrouve pas chez les entrepreneurs qui ne réussissent pas. Alors pour faire un premier parallèle avec ce que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez entendu parler de Napoleon Hill, d'accord? Et en fait, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce type, il a 25 ans, et on ne le connaissait pas. Il allait rencontrer des gens qui ont réussi, et à partir de là, il a découvert des clés. Et en fait, moi, j'étais déjà formé en PNL, et j'ai pas mal de clés, et je me suis dit, mais merde, j'ai un point commun avec ce type-là. Je suis jeune, je connais personne, et je suis pas connu. Et si j'allais rencontrer des gens qui réussissent? Et si j'allais leur poser des questions? Et si j'allais m'intéresser à qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas? Alors au début sur mon site internet, pendant à peu près 1 an et demi, c'était marqué en gros « Je suis votre cobaye ». Et mon idée c'était quoi? C'était de me former un maximum à tous des outils, PNL, Enneagramme, hypnose, et en parallèle de rencontrer des gens qui m'inspirent, des gens qui ont des vrais résultats concrets dans la matière. Et je me suis dit, mais si j'arrive à avoir ces mêmes résultats, alors là, ça va vraiment être top. Alors, qui ici voudrait des vrais résultats? Levez la main. Ok, ça me permet d'identifier ceux qui doivent sortir. Donc, il y a 3 personnes à sortir, apparemment. Alors, on va parler de ces 2 mm qu'on retrouve chez les sportifs et qu'on retrouve aussi chez vous. En fait, j'aimerais vous dire que tous ici, vous pourriez être à ma place. Et mon idée, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, c'est peut-être de vous poser des questions, faire des partages qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes si excellent quand vous êtes excellent. Récemment, là, j'intervenais chez Schmitt, les cuisines Schmitt, et j'avais des commerciaux. Et justement, je voulais leur dire, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là pour vous partager qu'est-ce qui fait que vous êtes déjà au top, comme un athlète. Vous êtes d'accord qu'un sportif, il peut être accompagné par quelqu'un qui, des fois, est moins bon que lui au niveau du sport. Il va lui poser les bonnes questions pour l'aider justement à révéler son putain de potentiel. Alors, qui ici a envie de révéler son potentiel? Alors, je me casse, vous n'êtes pas motivé. Alors qui ici a envie de révéler son potentiel? C'est pas mal. Ah, je comprends pourquoi je suis venu. Alors, moi au début je me disais, mais la communication, le charisme, le passage à l'action, mais c'est inné ou quoi? Parce qu'en fait, j'étais timide, j'étais très mal dans ma peau, et je passais mon temps à voir chez les autres ce que j'arrivais pas à faire. Je passais mon temps à me dire, mais j'aimerais passer à l'action, j'aimerais oser dire juste oui, non. J'aimerais oser créer cette entreprise, j'aimerais parler en public, j'aimerais être à l'aise avec les gens, j'aimerais avoir cette fameuse communication qui m'inspire. Moi, je pensais vraiment que c'était inné. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un là-haut, Dieu, Allah, l'univers, ce que vous voulez, il prend chaque bébé, il le regarde, il se dit, mais... Alors, confiant, timide? Ah, tiens, timide, pas de bol. Bah. C'était moi. Et en fait, je me suis dit, mais et finalement, ma responsabilité là-dedans, elle est où? Et si j'étais responsable de mes échecs, de mes doutes, de mes peurs, de mes frustrations? En fait, si j'étais responsable, ça me permettrait d'avoir le contrôle sur ma vie. Vous me suivez là-dessus? Alors du coup, je voudrais vous partager un truc qui m'a inspiré, c'est un grand philosophe, un très très grand philosophe, très connu, et qui a changé ma vie. Alors, si ça passe au suivant, ça marcherait bien. Apparemment, ça ne marche plus. Soyons flexibles. Alors, Spider-Man, il y a une phrase, je me suis dit, je vais citer quelqu'un de très intellectuel. Alors, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, c'est pas vraiment Spider-Man qui le dit, c'est son oncle. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Ah, ça, c'est une surprise. Mais apparemment, ça vous fait déjà rire. Je me suis dit, je vais innover, on est en soirée. Je voudrais vous entraîner à faire quelque chose d'unique ce soir. Non seulement on dort ce soir, mais on fait autre chose, mais on verra après. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conférence-là, la mienne, ne sert absolument à rien si vous ne vous sentez pas responsable. Si vous m'écoutez en vous disant « Ah, c'est vraiment cool », et puis c'est tout, bah ça va juste rester un truc cool. Ah si, oui, en soirée, vous pourrez dire « Tu veux des clés? Tu veux des clés sur la confiance en soi? Ah, j'en ai. » Vous allez pouvoir les partager. En fait, je suis pas ici ni pour que vous m'appréciez, ni pour que vous me détestiez, en fait je m'en fous dans les deux cas, ni pour que vous trouviez ça cool, ni pour que vous passiez un bon moment, même si c'est toujours sympa, mais juste pour que vous disiez, s'il y avait un seul truc ce soir à prendre,
je vais le mettre en pratique. Je vais l'appliquer. Parce qu'en fait, il y a 2 conséquences à travailler sur soi. Première conséquence, elle est géniale, le champ des possibles grandit. T'as remarqué? On dit wow! Je pourrais réaliser mes rêves! Je pourrais parler en public. Vous êtes d'accord? C'est Bisounours World, on rentre, on se dit je suis vraiment magique. Et là, on se met d'un coup, après avoir fait une formation, lu un livre, lu Le Secret, ou regardé un film, tout est possible pour moi. J'ai un potentiel illimité. Et je crois qu'on a un potentiel illimité, et je crois en plus que les clés, généralement, qu'on a découvertes sont vraiment puissantes. Mais simplement, des fois, on se responsabilise pas, on se dit ouais, j'ai compris les clés, donc c'est les clés qui vont transformer ma vie. C'est ce formateur qui va transformer ma vie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ils auront déjà eu plein de bons intervenants, plein d'excellentes clés. Donc je me suis dit, je ne vais pas leur répéter ce qu'ils ont déjà entendu, je vais juste appuyer sur ce qui, selon moi, est des fois mal compris. Et je me suis dit, il y a des gens qui me connaissent déjà, qui ont vu déjà des vidéos, je me suis dit, je vais vraiment aller appuyer sur le truc que je vois chez les gens qui ont les mêmes connaissances que moi, qui n'ont pas forcément les résultats. Ça veut dire que, je ne vais pas parler des fondamentaux, je vais considérer ce soir que vous avez déjà les fondamentaux. Soit parce que vous êtes formé chez Paul, soit avec Reda, ou par les livres, je vais considérer que vous avez ces fondamentaux. Je vais revenir sur les points que je retrouve justement chez uniquement les personnes qui créent une vie inspirante pour eux. Ça vous va? Alors, pour faire un parallèle, et j'ai transformé mon slide au dernier moment, parce que j'aime bien être flexible, j'ai demandé aux gens du film Le Secret, j'en ai rencontré 6 aux États-Unis, Bob Doyle, John DeMartini, Joe Vitale, je leur ai demandé « How to become a loser ?» Comment ferait sa vie, quoi. Et Bob Doyle m'a donné une réponse intéressante. Il m'a dit, en fait, il y a plein de gens, ils ont pris le truc, ils ont compris l'outil, ils ont compris, ils ont mis un vision board, ils ont mis des dollars, ils ont mis des trucs, ils se sont mis à un statut en marketing de réseau, ils ont mis des rêves. Mais en fait, il y a un truc qu'ils ont oublié de questionner, un truc qu'ils ont oublié de vérifier. C'est ce que vraiment, c'est vraiment leur rêve. En fait, il y a plein de gens, ils me disent qu'ils marquent des rêves, mais en fait, c'est pas leur rêve, c'est le rêve d'Hollywood, c'est le rêve de papa-maman, c'est le rêve de la société, c'est le rêve du voisin. Mais c'est pas leur rêve. Ils me disent, c'est pas étonnant que du coup, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on va voir après, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, effectivement, ne marche que si c'est en accord avec ce qui est votre vraie passion. Alors c'est bien beau, je le dis comme ça, mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens, justement, que j'ai interviewés qui réussissent et les autres que j'ai interviewés qui ne réussissent pas? C'est le nombre de fois où vous questionnez votre cœur jusqu'à trouver les réponses. Parce que c'est effectivement, je questionne mon cœur, ok, donnez-moi la réponse. Ça marche pas comme ça, vous êtes d'accord? Mais c'est le nombre de fois où vous vous posez la question qui fait qu'en fait, petit à petit, vous allez avoir ces micro-détails qui vont faire la différence. Cette question que je pose régulièrement, qu'est-ce qui est important pour moi? Prenez Martin Luther King. Vous êtes d'accord qu'il était confiant? Vous êtes d'accord qu'il était charismatique? Vous êtes d'accord avec ça? Rassurez-moi, vous connaissez Martin Luther King? Alors donnez-moi sa phrase quand même, que je me rassure un peu. Là, je suis stressé là du coup. Hein. I have a dream, vous la connaissez cette phrase? Mais ça veut dire quoi, I have a dream? C'est pas juste une phrase qui fait cool. Ça veut dire qu'il y a de la passion derrière. Vous prenez Martin Luther King et vous lui enlevez son rêve, génétiquement il n'a pas changé. Vous êtes d'accord? Pourtant c'est pas le même homme. Il n'aura pas autant de détermination, il n'aura pas autant de pouvoir d'attraction, il n'aura pas autant de motivation. Mais est-ce que Martin Luther King est né comme ça en se disant hey, moi je sais, à 2 ans, je vais unifier les noirs et les blancs? Non, c'est possible qu'il y avait des bribes de ce truc-là. Il a dû se poser tellement de fois la question jusqu'à l'affiner, la trouver. Vous prenez Mère Teresa à 12 ans, c'était pas Mère Teresa. En fait, il y a plein de gens qui étudient les personnes qui ont réussi à la fin, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à qui ils étaient au début. En fait, quand on regarde au début, des fois, ils étaient encore plus en train de foirer que nous-mêmes. C'est inspirant. On dirait, tiens, qu'est-ce qui fait qu'ils sont passés de là où ils en étaient à là où ils sont aujourd'hui? Mais surtout les premières étapes. Et je suis sûr qu'ils questionnent souvent leur cœur. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Pourquoi c'est important pour moi? Et quand je demande aux gens, mais tiens, pourquoi tu veux de l'argent? J'en sais rien. À votre avis, si je ne sais même pas répondre en une fraction de seconde, pourquoi je veux de l'argent, est-ce que je vais arriver à m'en attirer? Non. Prenez Amma par exemple. Vous connaissez Amma? Vous demandez à Amma, pourquoi tu veux de l'argent? En 1 seconde, elle vous aura dit, pour créer des hôpitaux, pour aider des femmes à entreprendre, pour aider des enfants. Ça, c'est qui parle? C'est son cerveau ou son cœur? Son cœur. Donc je tiens à insister là-dessus. Vous allez vous questionner sur qu'est-ce qui vous passionne vraiment. La deuxième chose, alors du coup, il faut que je vais être surpris par ce truc-là, parce qu'il agit plus tard, en fait. C'est un retardement. Voilà, effectivement. Alors, généralement, le passage à l'action, tout le monde l'a entendu. Qui l'a déjà entendu? Il faut passer à l'action. Ok.
Mais après, on en fait quoi de ce truc-là? Je voudrais rajouter 2 petits détails. Passe à l'action, oui. Passe à l'action tout de suite. Là, il y a 2 jours, j'étais en séminaire pendant 2 jours, à Paris. Et c'est intéressant le nombre de personnes que je vois avoir des déclics. Elles réalisent un truc, elles réalisent qu'il y a une clé qui pourrait faire une différence. Et quand je vais leur demander, tiens, des fois, alors tu l'appliques quand? Ils me disent, plus tard. C'est incroyable, la personne elle a trouvé quelque chose qui pourrait l'aider à être plus heureuse, mais bon, non, il faut pas être heureux tout de suite quand même. Il faut prendre son temps, hein. Vous imaginez si je suis heureux maintenant, ça serait con quoi. Donc elle dit, non, plus tard, un jour je passerai à l'action. Je sais pas, un jour je vais le sentir, je vais me dire, allez, je passe à l'action. Et en plus, c'est ce qui fait qu'elles passent pas à l'action. C'est que non seulement elles disent plus tard, mais elles disent que plus tard elles vont agir grand. Et forcément, vu qu'elles passent pas à l'action, elles se transforment pas. Donc ça viendrait à dire, j'ai un rêve. Je vais battre Mike Tyson. Ma stratégie pour ça, c'est de ne pas m'entraîner et de m'entraîner contre Mike Tyson. Et ouais. Qu'est-ce qui va se passer si je monte sur le ring contre Mike Tyson, là aujourd'hui? Combien de temps va durer le combat? 2 secondes, vous êtes déjà gentil avec moi. Alors en slow motion, je veux bien que ça donne 2 secondes, le temps que son poing arrive à la mâchoire, décale la mâchoire et m'envoie là-bas et je dis la boxe. C'est exactement ce qui se passe. Je vois des gens en consultation qui viennent me voir et qui me disent « J'ai perdu mes rêves ». Bah oui, ils ont perdu leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu agir trop gros. Ils me disent « Mais je comprends pas, il faut rêver grand ». Oui, il faut rêver grand. Mais agir petit. Pas petit par rapport aux autres. Agir petit par rapport à soi. C'est-à-dire que vous avez une zone de confort, on en a parlé, j'en ai entendu parler toute la journée. Cette zone de confort-là, c'est de vous dire « Ok, je vais en sortir, mais je vais sortir que d'un petit pas, que de 2 mm ». Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si là vous décidez dès ce soir de vous dire je vais faire 2 mm. 2 mm dans mon couple, 2 mm dans ma santé, 2 mm dans mon apprentissage, 2 mm pour donner aux autres, 2 mm dans les questions que je me pose, 2 mm dans ma posture, 2 mm dans mon langage, juste des petits ajustements, tout petits, tellement petits que les autres vont vous dire mais c'est comme ça que tu vas y arriver. Et c'est ça qui vous rendra fier. Vous imaginez pas le nombre de fois où je me rappelle mon tout premier petit pas. Ce tout premier petit pas qui a inspiré personne sauf moi, qui était de lever la main une fois en cours. J'étais extrêmement mal dans ma peau et quand j'ai dit à un de mes potes, c'est en levant la main une fois en cours que je vais devenir confiant, il m'a regardé, mais attendez, tu comprends pas. Tout le monde lève la main une fois en cours. C'est pas comme ça que tu vas devenir confiant. Bah si, c'était comme ça, parce que c'était le tout premier pas, décidé par moi-même. J'avais agi, mais en étant irresponsable. J'attendais que le prof, j'attendais que ma mère, j'attendais que mes parents, j'attendais que la société me fasse agir. Mais là, pour la première fois, j'avais dit, ok, j'ai peur, mais j'agis. Et j'agis petit. Et j'agis parce que c'est ok pour moi maintenant. Si vous faites des stages, des conférences, je vous invite à retenir même qu'une seule chose, et passe à l'action tout de suite. Et après, vous allez voir, ce qui est magique avec les petits pas, c'est que vous faites des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Mais en fait, à chaque petit pas, vous n'êtes plus la même personne. À chaque petit pas, vous pensez différemment. À chaque petit pas, vous avez des idées différentes. À chaque petit pas, qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez des gens différemment. Alors, j'ai observé un truc, ma mère, elle construit une maison. À votre avis, est-ce que le premier plan qu'elle a dessiné et le dernier plan qu'elle a dessiné, en un an, sont le même? Sont les mêmes? Non. Ils sont vraiment différents, mais pas vraiment différents à première vue, hein. En fait, vous regardez, c'est que des petits 2 mm par-ci par-là. Mais c'est ces foutus 2 mm qui fait que 5 ans après, vous détestez ou pas votre maison. Mais merde, pourquoi la prise est là? Pourquoi on a mis une prise derrière le frigo? C'était pas logique, ce truc-là. C'est ces foutus 2 mm qui fait que vous adorez votre maison. Et si je regarde comment elle a fait, que j'adore observer, elle a d'abord imaginé, avec son cœur, elle a d'abord imaginé quelle est la maison de mes rêves. Si tout est possible, comment est ma maison? Pas par rapport aux voisins, par rapport à juste à elle. Puis après, elle l'a dessinée. Pourquoi elle l'a dessinée? Pour extraire d'elle-même. J'adore quand les gens me disent, mais c'est dans ma tête. Vous avez déjà essayé, regardez, de prendre du recul avec votre tête, ça donne ça en fait. C'est toujours au même endroit en fait. Je prends du recul, c'est toujours au même endroit dans ma tête. Pourquoi un coach ça fonctionne? Parce qu'en fait, vous êtes juste en train d'extraire de vous-même et vous pouvez prendre du recul. Quand vous marquez par écrit, vous prenez du recul. Et le lendemain, vous pouvez regarder votre plan et vous dire, c'est moi qui ai marqué ce truc. Ah non, je ne le fais pas comme ça à la maison. Vous allez corriger, et corriger, et corriger.
Et d'ajustement en ajustement, 1 an après, vous avez la maison de vos rêves. La troisième chose qu'elle faisait, c'est de regarder autour d'elle, dans un troisième temps, les maisons des voisins, les maisons des gens, pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime dans ce que font les autres? Toutes les personnes que j'ai interviewées aux États-Unis et en France, que ce soit le PDG de Success Magazine, Darren Hardy, que ce soit John Gray. Vous connaissez John Gray? Mars et Vénus. Toutes ces personnes-là ont trouvé leur vision et leur rêve en rencontrant quelqu'un qui réalisait un rêve similaire. Et par miroir, elles ont trouvé le leur. C'est-à-dire que si vous restez assis, en vous disant un jour, je trouverai mon rêve. Vous êtes comme ça, toute la journée, sur votre canapé. Je comprends pas, j'y arrive pas. À travers ce que c'est normal de ne pas y arriver. Ouais, peut-être qu'un jour, il y a un type qui va arriver et dire, tiens, cadeau, c'est ta vision. Voilà, merci. Ah, c'est comme sympa, hein. Alors ça, c'était la deuxième chose. Passer à l'action tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Oui! On va remonter un petit peu l'énergie. Je vais faire un petit truc que j'adore faire dans mes séminaires. C'est qu'on va faire 2 équipes. Là, il va y avoir l'équipe A, et là, il va y avoir l'équipe B. Vous allez voir, je suis un peu vicieux, je choisis toujours mon équipe après coup. Donc l'équipe A, mon signal, vous allez gueuler, vous faites le son que vous voulez, d'accord? 1, là je sens que ça commence à stresser, c'est bien. 1, 2, 3. Oh, mais vous avez perdu, hein. Il s'est tombé, hein. 1, vous êtes avec moi? 1, 2, 3. C'est mon équipe. Désolé. Ah, il y a mon micro qui m'empêche d'entendre ça. Mais ça se négocie, on peut toujours négocier. Hein. Bon, vraiment, ils veulent la revanche. 1, juste pour vous. Hein. 1, 2, 3. C'est pas mal. En fait, il y en a un qui a fait la différence, qui est allé chercher les 2 mm. On l'applaudit. Alors maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que je vous mettais en énergie avant, pour pas que vous m'en vouliez trop. C'est toujours ma stratégie, parce que bon, c'est toujours dangereux, plus le groupe est grand, plus c'est dangereux d'annoncer les mauvaises nouvelles. Vous allez m'en vouloir. Donc accrochez-vous à votre chaise. Si vous savez que votre voisin est dangereux, s'il vous plaît, tenez-le pour ma sécurité. Donc moi, je vais me reculer et me mettre derrière l'écran, d'accord? Et je vais faire ça là-bas. On va voir si... Je peux pas le faire à distance, donc je vais devoir l'assumer. Et on va essayer de regarder comme ça. Vous connaissez l'art du suspense, c'est toujours de faire des trucs inutiles. Voilà. Ça me permet de courir mieux. Alors. Je suis un peu stressé là. Alors. Darren Hardy m'a dit un truc intéressant. PDG de Success Magazine qui passe son temps à interviewer les plus grands leaders. Michael Jordan, Bill Gates, Zuckerberg, patron de Facebook. Et il m'a dit, quand il me parlait de ses débuts dans l'immobilier, il a eu un mentor et ce mentor il lui a dit, il a questionné son mentor, comment je peux faire pour réussir le plus rapidement? Là il le regarde et lui dit, écoute, si tu veux réussir le plus rapidement, échoue et échoue rapidement. J'ai un ami qui s'appelle Oussama Hamar. Alors qui était là ce week-end avec moi d'ailleurs? Okay. Vous avez aimé Oussama Hamar? Ouais. Tu sens, hein? C'est un type qui, à 16 ans, était millionnaire, à 18 ans, perdait tout, à 20 ans, recommençait, et s'est offert une vie qui est juste magnifique. Dans tous les sens du terme. C'est pour ceux qui étaient là, vous avez vu une super humilité. Il est assez incroyable, ce type-là, quand vous le croisez, vous avez l'impression que c'est juste un pote. Et c'est un type qui connaît Zuckerberg, justement, tout un tas de personnes. Et quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il a un incubateur de start-up. Il m'a dit, en fait, moi, mon job, c'est d'aider les start-up à échouer vite. Je me suis dit, bizarre pour un incubateur de start-up. Il m'a dit, en fait, tu sais quoi? Il y a 99% des start-up qui vont pas réussir. En revanche, c'est pas parce que les start-up ne réussissent pas que l'entrepreneur ne va pas réussir. Parce que l'entrepreneur n'est pas son projet, vous êtes d'accord? C'est 2 choses différentes. L'entrepreneur peut avoir plein de projets. Dans votre vie, vous pouvez avoir plein de projets. Il m'a dit, si je crée tous les facteurs qui vont faire que l'entrepreneur échoue, au moins il va pouvoir apprendre vite et progresser vite. Et ce que je remarque comme facteur d'échec, et quand j'ai demandé How to Become a Loser à peu près à 52 leaders américains, le truc qui revient à peu près 30 fois,
c'est d'essayer d'éviter l'échec. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est quel échec vous allez vouloir prendre là dans les semaines qui viennent, même dès lundi, dès demain. Alors je dis dès lundi parce qu'en fait j'ai l'habitude de faire des week-ends, donc du coup lundi c'est pas demain, mais vous ajustez. Hein. À la caméra on dira que c'était dimanche. Qu'est-ce que vous allez pouvoir provoquer où le risque d'échec est grand? Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez échouer, plus vous allez vous rendre compte que déjà vous restez vivant. Donc tout va bien. Et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans les échecs, il y a vraiment de l'apprentissage. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui est génial avec la partie limbique de votre cerveau? La partie limbique, elle fait que des associations. Quand vous voyez qu'à force d'échouer, vous commencez à réussir de plus en plus, qu'à force d'échouer, vous commencez à avoir de moins en moins peur d'échouer, vous commencez à aimer l'échec. Et pas parce que vous aimez échouer, parce que vous savez que derrière, il y a une réussite. Quand je suis allé chez Schmitt, justement, là, les commerciaux, la semaine dernière, et vous voyez, je vois toutes les campagnes de partout, Schmitt, éblouissant, ça me rappelle mon intervention. Ils essaient souvent de ne pas échouer à court terme. Et du coup, ils se privent de plein de choses. Parce que du coup, ils vont avoir peur du regard des autres, peur du regard du chef, peur du regard des collègues, peur de prendre des risques, peur d'essayer des nouvelles choses. Quand j'accompagne des gens qui cherchent à avoir un emploi, c'est la même chose. Vu qu'ils ont peur d'échouer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours pareil. Mais si vous n'avez plus peur d'échouer, vous commencez à tester, vous commencez à explorer des territoires, vous commencez à chercher ces 2 mm justement. Parce que chaque fois que vous cherchez ces 2 mm, en fait, vous commencez à remettre en jeu votre titre. C'est d'accord? Mais c'est là où vous allez justement vous challenger et progresser. Et je leur ai dit maintenant, il y a 2 possibilités. Soit vous évitez l'échec à court terme et ça va marcher, ou alors vous savez qu'à long terme, c'est juste obligatoire que vous allez réussir si vous commencez à cumuler des échecs. C'est pour ça que d'ailleurs qu'à chacune de mes conférences, pour ceux qui me connaissent, la conférence est différente. À chacune de mes interviews, l'interview est différente. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas réussir à court terme. Ce qui m'intéresse, c'est m'assurer une réussite à long terme. Quand j'ai fait mon interview avec Seth Godin, je ne sais pas si vous connaissez Seth Godin, c'est une personne qui est assez connue aux États-Unis dans le marketing, il accompagne Yahoo, vous pouvez le trouver sur le TED. C'était ma première interview en anglais de ma vie en arrivant sur le sol américain. Et pour vous dire, à chaque fois que je disais que j'ai interviewé Seth Godin, les portes s'ouvraient. Mais ma première interview, quand je l'ai finie, j'étais pas content de moi. Quand il me racontait une blague, je comprenais pas que c'était une blague. Je faisais Quand il me posait une question, je comprenais pas que c'était une question. Je faisais Alors après la 4e interview, j'ai appris à rire sans comprendre. Mais bon, il fallait rire au bon moment, donc je riais régulièrement. Dans le doute, je me suis dit si ça devrait être une blague, là, j'essaie de comprendre. Alors, je vous le dis en rigolant, mais à la fin de l'interview, Julien m'a vu, qu'est-ce qui s'est passé quand il m'a expliqué que le train était dans pas longtemps, sous-entendu, faut que tu dégages. Et que c'était ma première interview de ma vie sur le sol américain, et que je m'étais annoncé le défi, et que j'avais annoncé ça dans toute ma chaîne YouTube, j'avais 3 millions de vues, 6 mois avant, je pars, 33 jours aux États-Unis, rencontrer 30 leaders américains, et je vois que le premier, ça se passe mal, je me suis dit, merde, les 30 jours suivants, ça va être dur. Mais ce qui m'a permis de me reprendre, alors que je me sentais mal, c'est de me dire, est-ce que ton objectif, c'était de réussir l'interview avec Seth Godin? Ou ton objectif, c'était de devenir la personne qui est à l'aise en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe et avec n'importe qui. Quand j'ai demandé à Darren Hardy, qui justement passe son temps à faire des interviews, en m'appuyant sur ce qu'on apprend en PNL, qui est de modéliser, je lui ai demandé, tiens Darren, selon toi, quelle pourrait être la question que je devrais poser à tous les autres? Il m'a dit, David, ne demande pas ce que tu dois faire, demande qui tu dois devenir. Et en fait, j'ai réalisé avec Seth Godin que du coup, effectivement, c'était pas ma super interview. Quand je la re-regarde, c'est pas toujours confortable à regarder. Mais c'est le fait de me dissocier de ce truc-là en me disant, ok, qu'est-ce que tu apprends avec Seth Godin? Et tu sais que c'est mathématique. Tu vas enchaîner les interviews, enchaîner les interviews, enchaîner les interviews. Parce que je sais, et je l'ai validé tellement de fois aujourd'hui dans ma vie, qu'à chaque fois que je fais ça, au bout d'un moment, ça devient naturel. Quand je fais mes premières vidéos, il y a des gens qui m'ont dit, David, mais publie pas ça, franchement. Publie pas ça, tu peux pas publier ça, quoi. Et effectivement, ils avaient raison, c'était un peu ridicule. Il y en a qui confirment. Des fois, Julie, ma chérie, pour me taquiner, elle me met la vidéo en grand, mes vidéos en grand. Après ma 10e vidéo, il y en a qui m'ont dit, David, enlève tes premières. Je leur dis, non, c'est moi. C'est mes fondations. Pourquoi je devrais avoir honte? Après la 100e vidéo, il y en a qui m'ont dit, bon, c'est bon, t'as plus d'excuses, enlève les 20 premières. Vous savez qu'Oussama Ammar, le type qui était là, qui a rencontré Zuckerberg et Bill Gates, qui était là dans mon séminaire, quand il m'a rencontré, je lui ai demandé pourquoi tu viens me voir.
Il m'a dit parce que j'ai vu ta première vidéo. J'ai vu ta première vidéo, puis j'ai vu la dernière vidéo. Et puis après, j'ai regardé la date de la première vidéo, et puis j'ai regardé la date de la dernière vidéo. Et je me suis dit, putain, il y a que 2 ans. Après, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, bah j'ai envoyé ta première vidéo à tout mon incubateur. Je dis, pourquoi? Je lui dis, pourquoi t'as pas envoyé la dernière? Et après, j'ai compris à quel point il est brillant. Il leur a envoyé ma première vidéo, il a dit, ce type va vous coacher. Donc, autant dire qu'ils ont eu des réactions un peu bizarres. Comment ça, lui, il va nous coacher? Et après, il leur a envoyé, mais il est assez bon pour faire patienter. Une semaine après, la dernière vidéo. Et là, ça m'a permis de valider encore une fois que c'est ces foutus échecs qui ont forgé la personne que je suis. Tout à l'heure, je regardais la vidéo que j'ai tournée de ma première conférence aux États-Unis. Première conférence de ma vie à Boston il y a 6 mois. Je me suis levé, j'ai mis une GoPro sur ma tête. Comme ça, je m'en souviens, je pourrais toujours la regarder toute ma vie. Je la regardais et je tournais la tête tout à l'heure. C'était pas simple. C'est comme si je replongeais dans l'émotion que j'ai eue. 300 personnes, numéro 1 des ventes de chez HP Monde devant moi. Au début de la matinée, il n'y avait eu que des conférenciers américains super connus, et après, que des conférenciers super connus. Avant de monter sur scène, j'étais comme ça. Je pourrais dire, mais merde, il est conférencier sur la confiance en soi, il était comme ça. J'avais peur. J'étais stressé, et je me disais, mince, t'es sûr que tu vas échouer. Comment tu peux faire mieux qu'un Américain en Américain? Et après, je me suis dit, mais en fait, et c'est ça qui m'a sauvé, t'es pas là pour faire mieux qu'un Américain. T'es là pour parler de qui tu es, t'as fait 10 000 km, t'as 24 ans, et tu vas aller parler justement avec un anglais pourri. Et c'est ça qui va être inspirant. J'ai fait de mon mieux pendant 25 minutes, je leur ai mis des vidéos pour les occuper. J'ai transformé le titre de mon PowerPoint au dernier moment en marquant passe à l'action sans attendre du parfait, ce qui allait très bien. Et j'ai donné tout mon cœur pendant les 20 minutes. Et tout le monde n'a pas aimé. Mais il y en a au moins une partie qui sont venus me voir en me disant, et des grands leaders américains qui se sont dit, franchement, je suis impressionné. J'ai eu une belle leçon aujourd'hui, parce que toi, à 24 ans, en faisant 10 000 km avec un anglais pourri, t'es capable de monter sur scène et de partager. Alors je peux le faire aussi. Et après coup, j'étais à la fois fier et en même temps, je me suis dit, ça n'a pas été comme je voulais. Ça n'a pas été comme j'ai rêvé que ce soit ma première conférence. Mais ce qui me permet encore de continuer et de savoir avec certitude que je vais refaire et refaire et refaire des conférences. Et qu'à un moment donné, on me demandera, mais comment ça se fait que tu es si à l'aise en anglais? Comment ça se fait que tu as autant réussi en anglais? Pourquoi? Parce que je vais échouer vite, échouer rapidement et provoquer ça. Maintenant, c'est à vous, je voudrais vous parler. Qu'est-ce que vous allez provoquer comme échec? Est-ce que vous avez envie de provoquer l'échec? Oui. Ah, il y en a qui sont moins motivés, là. T'es vraiment sûr que je dois faire ça? Mais vous êtes libre! Parce que moi, je sais que je vais le faire. Pour ceux qui me connaissent, cette conférence-là, il n'y a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Qui le valide? Je prends un nouveau risque. J'ai fait le PowerPoint ici, il y a 10 minutes. Et je me suis dit, je sais pas ce qui va se passer, mais je fais juste confiance. Et si j'échoue, yes, c'est génial. Tu auras de quoi apprendre encore plus que si tu réussis. Et ce qui est génial, c'est que plus ça avance, et plus je valide que j'ai fait le bon choix. Ça vous parle? C'est ma surprise. C'est le moment que vous attendiez tous. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, c'est l'innovation de ce soir. Sans spéciale dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra ce soir, à qui je le dis qu'il comprendrait. Peut-être. Ah, pardon. C'est pas bon de montrer du doigt, donc je monte de la tête. Les Américains, ils ont un truc intéressant, mais du coup, je me suis dit comment le transférer en français. Et après, je me suis dit comment faire quelque chose qui est mémotechnique. Je suis sûr que vous vous souviendrez de moi au moins une fois par jour. C'est un excellent moyen marketing. Les Américains, ils appellent ça la. Mais c'est beaucoup moins sexy, d'accord? En fait, les Américains, ils appellent ça learn, apply, learn, apply, learn, apply. Apprendre, appliquer, apprendre, appliquer. Là, j'ai transformé en comprendre, appliquer, comprendre, appliquer. Vous pouvez m'applaudir parce que je suis très fier de celle-ci. Qui a envie de faire caca? Levez la main. Là, c'est filmé. Ce sera diffusé, hein. Juste ce moment-là, à toute votre famille.
à vos enfants sur plusieurs générations. Je voudrais vous souvenir que c'est important de vraiment faire caca. Tous les jours, pensez à moi. C'est fou comment il faut parler de trucs comme ça pour faire rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez passé une bonne journée, j'imagine, avec Paul et toute l'équipe. Qui a passé une bonne journée? Bien, c'est bien. Est-ce que vous avez envie de faire caca? Donc... Pardon, ça me démange un peu. Alors, ça veut dire que ce que je vous propose, c'est pas de tout retenir dans ce que Paul vous propose. La PNL, c'est vraiment une boîte à outils. D'accord? Et quand vous êtes en train d'utiliser une boîte à outils, vous n'utilisez pas tous les outils en même temps. Quand vous apprenez à peindre, vous n'utilisez pas tous les outils en même temps. Quand vous apprenez à conduire, vous n'utilisez pas tous les trucs en même temps. Ou mieux pas d'ailleurs. T'as remarqué? Donc moi ce que je vous propose, et c'est juste une proposition, et c'est ce qui fait que 9 jours après le base PNL, j'étais dans la rue et je faisais ma première conférence. Et je sais très bien que je ne serais pas là sur cette estrade avec la confiance que j'ai aujourd'hui si 9 jours après, j'allais pas dans la rue faire ma première conférence. Et cette conférence, elle a été douloureuse et magique en même temps. Je ne savais pas comment louer une salle, donc j'ai pas loué de salle. Et je me suis dit, j'ai compris des trucs et j'ai appris des trucs, à force de lire, je commence à voir les trucs. Donc je me suis dit, je ne vais pas me présenter en tant qu'expert, je ne suis pas un expert. Mais je me suis dit, j'ai tellement lu, tellement écouté, tellement immergé, que je vois des facteurs qui permettent de réussir. Je me suis dit, je vais juste parler en tant qu'observateur de ce qui me semble être des facteurs qui aident à réussir. J'ai pris 4 potes, j'avais seulement 4 potes, donc j'ai pris les 4 potes que j'avais. Et je leur ai dit, si tu peux me trouver 4 potes. Voilà. Et on va aller dans la rue. Et donc, j'avais 4 potes et 70 €. Avec 70 €, j'ai acheté mon premier paperboard, que j'ai encore. Je l'aime. Ce premier paperboard, on l'a mis dans la R5 de mon pote. J'avais pas le permis, je l'avais raté 2 fois d'ailleurs. Et j'ai sorti le paperboard de la R5. Pour la première fois de ma vie que j'utilisais un paperboard, j'ai cassé le paperboard. Donc je me suis retrouvé à un paperboard sans le 3e pied, ce qui est problématique, parce que je n'ai pas encore développé des dons pour faire tenir un paperboard comme ça. Maintenant je sais faire. Et donc du coup, me retrouvant face à un problème, il m'a fallu être flexible. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi maintenant j'ai appris à être flexible. Donc j'ai tiré une poubelle sur 40 mètres, une poubelle qui avait un bloc de béton comme ça, et mon paperboard sur ma conférence est appuyé contre une poubelle publique. Ça, c'est ma première conférence. Et vraiment, elle est magique, elle a été filmée. Je la diffuserai bientôt parce que... Et en fait, je me suis juste dit, j'ai compris quelque chose, je l'applique, je le transmets. J'ai compris quelque chose, je l'applique, je le transmets. J'ai compris quelque chose, je l'applique, je le transmets. J'ai compris quelque chose, je l'applique, je le transmets. J'ai compris quelque chose... Vous avez compris? Je suis fait la suite d'ailleurs. Donc je vous invite à se prendre un seul truc des 3 jours. Et l'appliquer tellement de fois que c'est comme dans un art martial. Un art martial, ça marche mieux. C'est en anglais, art martial. Il n'est même pas de moi cette blague en plus. Enfin, je donne les crédits là, putain, je dois 100 € maintenant. Donc prenez un seul truc et appliquez-le. Quand j'avais fait de la capoeira, je trouvais ça trop chiant les premières sessions. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que répéter le même geste. Je me suis dit, on peut pas innover? Non, on répète le même geste. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de devenir un maître de moi un truc. Plutôt que juste quelqu'un qui touche un peu de tout et qui connaît rien en fait. Et pourquoi aujourd'hui je maîtrise tant le passage à l'action? Pourquoi aujourd'hui j'ai tant de personnes que j'arrive à aider sur le passage à l'action? Parce que j'ai développé une vraie maîtrise entre la personne qui n'arrivait pas à passer à l'action et aujourd'hui, le fait que je me challenge en permanence et que je réalise le défi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des facilités à aider les gens à passer à l'action. Mais j'ai maîtrisé ce truc-là. Donc à nouveau, qu'est-ce que vous allez maîtriser en juste comprenant ce petit truc? Ça vous parle? Ça vous parle vraiment? Vous allez faire caca? C'est bien. Alors, l'autre point, c'est votre énergie. Alors, pareil, vous allez me dire, vous l'avez déjà entendu ce truc-là. Je sais que vous l'avez déjà entendu. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ce soir? C'est qu'en fait, moi, je savais qu'il fallait être positif. C'était bien, j'étais positif 90% du temps. J'avais compris.
parce que c'était trop optimiste. Et je vous disais en fait que, vous vous rappelez, première excuse, première conséquence du développement personnel, le champ des possibles qui grandit. Vous vous rappelez de ça? Je ne vous ai pas donné la deuxième. La deuxième, c'est que d'un coup, il n'y a plus d'excuses. Au moins avant, je me disais, je suis une merde, j'agissais comme une merde, j'avais des résultats de merde. C'était cohérent. Vous êtes d'accord? J'étais aligné au moins quand même. Là, d'un coup, je me dis, je suis extraordinaire, j'ai un potentiel illimité. J'agis pas vraiment, et j'ai des résultats, bon, on évite le sujet. Donc c'était plus vraiment cohérent, vous êtes d'accord? Et vu qu'en plus de ça, j'ai plus d'excuses. Pourquoi j'ai plus d'excuses? Parce que j'ai écouté des témoignages que vous avez eu la chance d'avoir aujourd'hui, parce que j'ai rencontré des gens, des personnes qui ont eu un handicap, des personnes qui ont réussi des trucs dans le sport, des personnes qui ont transformé leur couple. J'ai lu des biographies comme Dr. Frankel. Mais après la 30e, 40e, merde, je peux plus avoir d'excuses, ces gens-là, ils ont réussi à transformer, donc je peux réussir à transformer. Et en fait, ça fait mal. Parce que du coup, ok, j'ai compris les clés, mais je vois bien qu'il y a un écart entre mon potentiel et mes résultats. Et moi, je pensais que j'étais seul dans cette situation-là. Avoir lu des centaines de livres, fait des dizaines de formations, et sentir cet écart entre mon potentiel et mes résultats. Et alors quand j'ai commencé à creuser autour de moi, dans les gens qui avaient lu les mêmes livres, les mêmes formations, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'autres qui étaient comme moi. Et en fait, j'ai réalisé que j'appliquais pas à 100% ce que vraiment je transmettais. Oui, j'étais 90% du temps optimiste. Mais j'ai pas réalisé qu'en fait, c'était dans les 10% que c'était vraiment intéressant. C'est facile d'être positif quand il y a de l'argent qui arrive, que le couple va bien, que tout va bien. C'est facile d'avoir de la gratitude quand, par exemple pour moi, j'ai fait un séminaire de 2 jours avec des gens magiques. Il se passait des trucs magiques. Ok, j'étais dans la gratitude après ces 2 jours-là. Mais c'est facile. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais pour avoir de la gratitude quand il n'y a aucune raison d'avoir de la gratitude. Comment je fais pour être dans l'amour quand il n'y a aucune raison d'être dans l'amour? Comment je fais pour croire en moi alors qu'il n'y a aucune raison de croire en moi? Comment je fais pour me mettre dans l'énergie alors que tout autour de moi veut que j'ai pas l'énergie? Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça le vrai terrain de jeu. Comment je vais faire pour être aligné intérieurement quand, en fait, on crée un conflit avec moi? Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, j'allais faire la différence. Et du coup, j'ai ajusté des petits trucs. Je connaissais les affirmations positives. Je suis optimiste, je suis rayonnant, je suis fort, je suis puissant, je suis charismatique. Je m'aime. Je vous assure que je ne m'aimais pas quand je partais en colère. Dès que je partais en colère, je commençais à me dire « Merde, putain, fais chier, je suis en colère !» Dès que j'avais peur, je disais « Putain, merde, j'ai peur d'avoir peur !» Ce que fait un timide avant de montrer sur scène. Il a peur d'avoir peur. Les gens qui sont dégoûtés et tristes d'être tristes. Et ça, c'est un truc que John de Martini m'a vraiment aidé à développer. D'arriver à embrasser les deux faces. Et de me donner le droit à la fois de ne pas être extraordinaire, mais aussi d'être extraordinaire. Mais les deux. Me donner le droit d'échouer et aussi de réussir. Et en fait, de me donner ce droit-là, ça m'a permis de me dire, ok, en fait, quand il n'y arrive pas, c'est justement là que c'est intéressant. J'ai commencé à ajuster mes affirmations positives. En me disant, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Dans chacune des situations et en toute situation, tu transformes. C'est pas pareil que me dire je suis positif, parce que ça m'a permis de me rappeler que c'est dans toute situation. J'ai commencé à me dire tous les matins, avec chaque personne, dans chaque situation, j'ouvre mon cœur, je fais la différence et je suis enthousiaste. Ce début de phrase, ça fait la différence. Chaque situation, chaque personne. Comme dit Oussama Hamar, c'est facile d'être courageux. Quand tout est fluide, vous êtes d'accord? C'est facile d'être authentique quand il n'y a pas d'enjeu. Vous êtes d'accord? Mais là où vous voyez vraiment votre système de valeurs, c'est quand justement ça pique et qu'il y a des choix à faire. Et je me rappelle une fois, j'étais dans le TGV, et j'avais tout mon matériel. Je l'avais installé un peu de partout, et là il y a un type qui vient, il me dit je peux m'asseoir là? Et je vous avoue que le premier truc que j'ai pensé, c'est putain, sale con. Pourquoi tu vas pas t'asseoir ailleurs? Tu sais pas qu'il y a tout mon matos? Est-ce que ça, c'est être dans l'amour? Non. Sauf que vu que ça faisait 6 mois que je me répétais, David, chaque situation, chaque personne. Et c'est comme s'il y avait cette voix qui répétait, chaque situation, chaque personne. Chaque situation, chaque personne. Et en fait, c'est plus lui qui me faisait chier, c'est ma petite voix qui me parlait. Je dis ok, j'ai compris, c'est bon. Chaque situation, chaque personne. Et là, vu que j'ai développé des séquences, à force de répéter, des séquences qui me permettent de redevenir dans l'énergie. Comment ma posture?
Comment est ma gorge? Est-ce qu'elle est serrée ou est-ce que je respire? Comment est ma respiration? Comment est mon sourire? Comment je me parle? Quelles sont les questions que je me pose? Quelles sont les affirmations que je me pose? Et si je rentrais en communication avec cette personne? Et ce qui est extraordinaire avec les challenges, c'est que j'étais encore plus fier de moi d'arriver ce jour-là à lui dégager de l'amour à cette personne que si je n'avais pas été challengé. Et c'est là où je me rends compte que je fais la différence, pour moi, dans ma vie. C'est quand justement ça challenge à l'extérieur. Tu es d'accord avec ça? Et donc du coup, comment vous pouvez embrasser vos challenges, embrasser vos difficultés? C'est-à-dire que peu importe le degré de challenge, peu importe les difficultés, peu importe que vous pensiez avoir le sexe qu'il faut, peu importe la taille qu'il faut, peu importe la grosseur qu'il faut, peu importe si vous avez les finances qu'il faut, toutes les excuses que vous racontez, vous vous dites, ok, plus ça va être dur à l'extérieur, plus je vais pouvoir me challenger. C'est ce que j'appelle l'avantage décalé. Plus vous avez un inconvénient à court terme, plus vous avez l'opportunité de créer l'avantage à long terme. Mais j'insiste bien, c'est pas une égalité, si vous avez une opportunité. Pendant longtemps, j'ai cru que mon anglais serait mon plus gros problème pour avoir une réussite à l'international. Jusqu'au jour où je me dis, et ça c'est vraiment en m'appuyant sur les travaux de John de Martini, quel est mon avantage à ne pas avoir l'anglais des autres? Quel est l'avantage à être français? Et dès que j'ai commencé à vraiment transformer avec des outils bien puissants, j'ai commencé à réaliser, ok, je vais peut-être plus en chier au début. Mais une fois que je vais traverser cette zone d'ombre, une fois que je vais traverser cette fameuse zone de turbulence, ça sera plus simple que les autres. Parce qu'il y a des gens qui se diront, si David a pu le faire avec un anglais pourri, alors je pourrais le faire. Ce qui est incroyable avec la vie, c'est que vous prenez Mimati. Elle est petite. À votre avis, ce qu'on lui a dit, t'es trop petite. Vous imaginez pas le nombre de fois où on lui a dit t'es trop petite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on lui dit, c'est parce que t'es trop petite que tu réussis. Regardez, prenez deux enfants qui ont été battus par leurs parents. Il y en a un qui grandit, qui bat ses propres enfants, qui est agressif. Les gens vont lui dire, ouais, mais c'est normal. Il n'a pas eu une enfance facile. C'est normal. Et c'est vrai que c'est dur ce qu'il a vécu. Donc c'est pas de sa faute. L'autre enfant, même enfance, jumeaux. Éducation exemplaire avec ses enfants. Un homme plein d'amour. Les gens vont dire, oh, mais c'est normal avec ce qu'il a vécu qu'il ait eu la force de faire ça. C'est génial, c'est que dans un sens on va dire, vous avez pas de chance. Oh le pauvre bichette. Et dans l'autre sens on va dire, ouais mais en même temps c'est pour ça que tu réussis. J'ai des amis qui ont un handicap, on leur dit que c'est parce qu'ils ont le handicap qu'ils réussissent. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vrai. Tout comme c'est aussi vrai de pouvoir échouer à cause du handicap. Tout comme c'est vrai de pouvoir échouer à cause de sa timidité, c'est aussi vrai de pouvoir réussir grâce à sa timidité. Tout comme c'est vrai de pouvoir échouer parce qu'on est trop jeune, c'est vrai de pouvoir réussir parce qu'on est trop jeune. J'adore ça. Ce qui était génial avec mon âge, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, ça m'a travaillé. Pendant des mois, je me suis dit, t'es trop jeune. Et tant que je me répétais, t'es trop jeune, c'est génial la vie. Je me tirais plein de gens qui me disaient, tu penses pas que t'es trop jeune? Quelle expérience tu as? Je me rappelle qu'une fois une conférence, ma quatrième conférence, il y a un type qui lève la main et il me fait, j'aimerais que vous me dites devant tout le monde, qu'est-ce qui fait que vous êtes cohérent? Qu'est-ce qui fait que vous êtes crédible? Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens se sont plus inquiétés que moi. Parce qu'en fait, j'ai transformé ça en opportunité. Mais donc, je m'attirais ça à longueur de journée. Donc, même si j'avais pu transformer ce truc-là, je me disais comme le soir, encore une fois, mon âge, encore une fois, mon âge. Quand j'envoyais un CV à une boîte, j'avais pas de réponse. Je savais pourquoi. Quand j'envoyais un CV à une RH en tant que formateur, j'entends. Toujours l'âge. Et puis après, j'ai décidé de vraiment transformer mon rapport à mon âge. En me disant simplement, et si c'était la meilleure opportunité de ma vie? Et si ce que vous détestez dans votre vie aujourd'hui, et si ce que vous n'aimez pas de votre passé, et si vos complexes, et si vos difficultés devenaient la meilleure opportunité de votre vie, qu'est-ce qui se passerait? À votre avis, un mois après avoir fait l'exercice, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que les gens parlaient toujours de mon âge? À votre avis? Si, toujours autant. Mais pas de la même façon. Je me rappelle, un mois après, j'ai une conférence, j'ai quelqu'un de 65 ans qui rentre dans ma conférence et qui me dit,
Non, enfin, il rentre et je lui demande qu'est-ce qui fait que vous êtes venu. Il me dit vous êtes si jeune, c'est incroyable. 1 mois et 2 jours après, j'ai le journal Le Progrès, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais même pas si il est dans tout le Rhône-Alpes ou juste sur Lyon, je sais pas. Juste Lyon, Rhône-Alpes, bref, on s'en fout. Le journal Le Progrès, 1 mois et 2 jours après, je me retrouve avec un article. Vous avez un rêve, il y a une bonne nouvelle. David Laroche. À votre avis, est-ce que ça a aidé le développement de mon activité d'avoir cet article? Bien sûr que ça l'a aidé. Et quand j'ai demandé au journaliste, mais qu'est-ce qui fait que vous m'avez choisi? Il dit, c'est incroyable, on n'a trouvé aucun formateur de votre âge. Et là, j'ai commencé à avoir des amis, des collègues, des gens que je connais pas, qui ont commencé à me dire, David, toi tu réussis parce qu'en fait, t'es jeune. Et là, je me suis dit, yes! C'est bon! Et en fait, vous allez voir, dans votre vie, c'est que ça, vous avez remarqué. Donc vous avez le choix. Soit de foirer et que les gens vous disent « T'as pas de chance ». Ou de vous offrir la vie que vous méritez avec le potentiel que vous avez en vous. Et je suis certain, et je le sais, que vous avez tous et toutes un potentiel qui est magique. Vous pourriez tous et toutes venir ici et partager vos expériences de réussite. C'est que pour moi, la réussite, c'est pas seulement une réussite sociale ou financière. Il y a des personnes ici qui ont une super relation avec leurs enfants. Il y a des personnes ici qui ont une super relation dans leur couple. Il y a des personnes ici qui ont des super relations avec eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont réussi dans le sport, dans l'art, dans la méditation. Vous avez tous et toutes des réussites. Vous avez ce potentiel-là. Et vous avez du coup l'opportunité d'avoir des gens qui vous disent « Toi, t'as eu de la chance ». Et moi, ça m'éclate de savoir qu'on va dire de plus en plus que j'ai eu de la chance. Et je me visionne avec des Américains qui me disent que j'ai réussi parce que je suis français. Je visionne Oprah qui me dit c'est incroyable, le fait d'être français ça a été un avantage. Et me dire oui. Parce que je décide justement de transformer ce que la vie elle me donne. Donc la question que je vous repose à nouveau, qu'est-ce qui se passerait si ce que la vie vous donne, vous la transformiez en magie pour vous et pour les autres, maintenant? Peut-être vous dire, elle est géniale cette question. De prendre un peu de temps là, pour choisir une difficulté que vous avez. Peut-être un truc de votre passé que vous rejetez par rapport à vos parents. Il y a plein de trucs par rapport aux parents. Une critique, un acte, une agressivité ou un manque simplement de relation. J'ai détesté mon père pendant des années jusqu'à ce que je réalise que mon père a été parfait pour m'aider à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Parfait. Parfait dans toutes ses imperfections. Et le jour où j'ai réalisé ça, j'ai commencé à dire « Papa, je t'aime ». Et ce qui est intéressant, le jour où j'ai commencé à faire ça, c'est que ma relation avec mon père a changé. J'ai commencé à obtenir pour la première fois de ma vie ce dont j'ai tout rêvé, ce dont j'ai toujours rêvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où je l'ai obtenu, je n'avais plus besoin. Parce que j'avais été chercher ça en moi. Comment vous pouvez transformer ce que la vie vous a donné en opportunité? Comment pouvez-vous dire, c'est dans le chaos que je vais être encore mis dans une plus grosse énergie? Ce que j'adore avec la crise, vous savez pourquoi il y a la crise? Il y a la crise parce qu'en fait les gens sont en crise. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en crise, ça crée une crise, c'est tout. Parce qu'une nation, c'est juste un ensemble de personnes, c'est d'accord? Donc la bonne nouvelle en période de crise, c'est qu'en gros, il y a 90% des gens qui font tous pareil. Ça veut dire qu'il y a encore plus d'opportunités pour réussir. Et moi, je me dis tous les matins, si je peux cartonner en période de crise, quand il n'y aura plus de crise, je vais être juste en début d'accélération. Donc je m'entraîne. Comme un sportif. Un sportif, il se dit pas « Merde, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Je voudrais que ça fasse moins mal. » Il sait que c'est proportionnel à sa réussite. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez faire caca? Je crée des ancrages. Après vous allez confondre. Vous allez confondre après. J'ai envie de faire caca, merde, c'est quoi déjà? C'est où? Comment ça se passe? Je dois passer à l'action, merde, je sais plus où je dois aller. Bon, je suis sponsorisé par Pampers. Et je touche une commission à chaque couche que vous achetez, s'il vous plaît. Il y a des stands au fond qu'on est en train d'installer. Une Pampers achetée, 3 Pampers offertes. Vraiment, ça c'est un deal de qualité. Ça vous va? Alors je vais vous parler de mon dernier point, qui va amorcer sur un truc que je vais préciser après. Non seulement vous allez avoir des Pampers ce soir, mais vous allez avoir un DVD. La saison 1 du Caméléon. Alors pourquoi je vais
mis ça aujourd'hui parce que justement, Oussama m'a rappelé un truc qui m'a aidé à réussir, donc que j'avais oublié. C'est l'intérêt de rencontrer des gens qui vous rappellent ce qui fait que vous réussissiez. Il y a eu une série que j'ai adorée, vraiment adorée. C'est justement cette série-là. C'est logique, hein. Il y en a qui avaient compris. J'ai deviné. Alors pourquoi j'ai adoré cette série-là? Parce qu'en fait, il y a le... Qui connaît d'ailleurs? Ah ça va, je suis pas seul, putain. Dans cette série-là, le caméléon passe son temps à faire un truc bien particulier qui m'a fasciné. Il passe son temps à rentrer en immersion dans la tête de quelqu'un pour arriver justement à comprendre comment il vit, qu'est-ce qui se passe. Mais sur Internet, sans décortiquer, il est juste en train de se connecter aux émotions que la personne ressent et en train de créer les circuits qui vont lui permettre de devenir cette personne-là. Vous êtes d'accord? Vous avez vu? C'est les états internes aujourd'hui? Les états internes aujourd'hui? T'as fait le... Okay. Vous avez bien vu d'ailleurs que la partie limbique de votre cerveau, elle fait aucune différence à ce qui est passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Vous avez remarqué ça? C'est ce qui fait qu'on va pouvoir faire des préparations mentales pour un sportif. Parce qu'on va pouvoir lui faire ressentir ce que ça fait d'être en train de réussir ou d'avoir réussi. Et du coup, créer les circuits neurologiques qu'il aurait normalement obtenus s'il l'avait fait. Et vu qu'on est en train de créer les circuits neurologiques, ça l'aide à devenir la personne qu'il est censé devenir. C'est création quantique, vous êtes d'accord? Et en fait, ce type dans la série fait que ça. Il étudie la personne, il rentre dans la personne, il imagine, il se représente des trucs, il ferme les yeux, il prend des éléments, il modélise, et il finit par devenir aussi bon qu'une personne en un claquement de doigts. Et moi, quand je regardais cette série, je ne mesurais pas à quel point elle faisait un écho avec ce que j'allais faire dans le futur. Je regardais cette série, j'avais 14-15 ans, et j'étais fasciné, parce que justement, je pouvais du coup apprendre sans avoir de proche, je pouvais juste apprendre en me mettant dans la tête des gens. Et la première personne que j'ai pu modéliser, alors j'étais extrêmement timide, je l'ai modélisé, j'étais en 4e, c'est Louis de Funès. La prof de français nous a fait la bonne nouvelle de nous faire faire du théâtre. Bonne et mauvaise nouvelle. J'étais extrêmement timide quand on a lancé le théâtre, j'ai commencé grâce à mon cerveau limbique à paniquer avant même d'avoir commencé. C'est génial le limbique, hein. Mais du coup, j'avais tellement peur d'être nul que je me suis entraîné comme un malade. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on faisait la pièce de l'Avare de Molière qui était jouée par Louis de Funès. Et j'ai acheté cette cassette VHS et il y avait un mode qui permettait de faire repeat A, B. Et en fait, j'étais toute la journée devant, le soir je faisais que ça. Je regardais en boucle, peut-être 50 fois par soir Louis de Funès, à répéter et répéter. Au début, je faisais que regarder en étant assis, puis j'ai commencé à me lever, puis j'ai commencé à bouger pareil, puis j'ai commencé à répéter, fermer les yeux, imaginer ce truc-là. Je me rendais pas compte, mais je faisais juste ce que j'avais vu là. Et le jour de l'examen, j'étais tétanisé. Mais j'avais créé tellement des réflexes que je me suis levé, j'ai eu un trou, un blanc, je sais pas ce qui s'est passé, je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Puis je me suis rassis. Puis le lendemain, la prof a commencé à donner les notes à voix haute. Moi, je me disais prier que j'ai au moins 5 sur 20. Et après, elle dit David, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Là, je me suis dit merde, j'ai 2. C'est intéressant hein, comme on décide de focaliser sur certaines choses. Et là, elle me dit 20. Et là, c'était mon premier déclic. Je me suis dit merde, 20. Vous êtes sûr, c'est pas celui d'après, c'est pas celui d'avant? Et puis après, on a eu 4 autres trucs de la barre, 4 autres pièces à apprendre. Et j'ai fait 20, 20, 20 et 20. Et sans savoir ce jour-là, j'avais créé ma première réussite. Sans savoir ce jour-là, j'avais compris ma première loi du succès. Je vais pouvoir apprendre juste en modélisant quelqu'un. Et quand j'ai commencé le rugby, je sais que ça se voit. Vous me décevez, ça se voit pas? En fait, j'ai appris énormément. Ma mère me dit c'est incroyable comme le rugby t'aide à progresser vite. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à essayer de comprendre et regarder qu'est-ce qui fait que ces personnes-là avaient l'air si confiantes et si charismatiques. Puis à 20 ans, à 19 ans, dans ma classe, il y a eu quelqu'un qui était métis, français, sénégalais, qui avait un charisme qui me faisait halluciner. Et j'ai commencé à répéter, j'ai commencé à modéliser, sans savoir vraiment que je faisais de la PNL. Et un jour, ma mère, elle a vu, il s'appelait Malik, elle a vu Malik à la maison, elle m'a dit mais c'est incroyable, on dirait toi en fait, enfin, toi on dirait lui. Et puis après, je me suis formé chez Paul. Et puis ma mère, elle est venue le 3e soir, il me semble. Soirée comme ça. Et le lendemain, elle me dit, mais David, Et effectivement, elle me dit, c'est incroyable, j'ai vu, je regardais tes yeux,
pendant que tu regardais Paul. Elle me dit, tu clignes pas des yeux. Il faut cligner des yeux, David. Effectivement, le soir, j'étais fatigué. Pourquoi j'étais fatigué? Parce qu'en fait, je regardais, je voulais comprendre, je voulais modéliser. Et je me rappelle de ce que Guillaume m'a dit le dernier jour du technicien PNL. Il a pas dit derrière moi, il l'a dit à l'oral. Paul demande un feedback, voilà, comment ça s'est passé? Les mecs ont compris. C'était une petite... Et Guillaume dit à voix haute, tu vois si tu t'en souviens. Il dit à voix haute, Guillaume, il dit, ouais, moi j'ai eu un problème. Alors on venait d'avoir fait l'exercice ensemble. Hein. Je me dis, merde. Moi j'ai eu un problème, c'est que j'ai eu l'impression de t'avoir Paul à côté de moi. Tu te rappelles d'avoir dit ça? Au recadrage. Effectivement, j'avais commencé mon base PNL où je me trouvais vraiment nul. À chaque fois que je faisais les accompagnements type émotionnel, j'y arrivais pas, j'étais largué. Mais à partir de la fin, c'est-à-dire, je me rappelle, donc ça fait 3 plus 6, 9 jours, à partir du 6-7e jour, j'ai commencé à mieux comprendre. Pourquoi? Parce que je modélisais. Et puis après, j'ai des gens qui m'ont dit, David, sois pas Paul. Mais je n'essayais pas de devenir Paul. J'appliquais juste une citation qui m'inspire. Imite, assimile, innove. Imite, assimile, innove. Imite, assimile, innove. Je ne savais pas, mais à 14 ans, j'avais compris ce truc-là. Pourquoi réinventer la roue alors qu'il y en a qui ont développé les circuits? Vous dites pas à votre enfant, mais pourquoi tu m'imites? Crée ta propre personnalité, vous dites pas ça quand il répète. Non, mais parle différemment, réinvente. Et donc, effectivement, j'ai accéléré. Effectivement, il y a eu une phase où c'était entre les deux. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à créer ma propre identité. Mais en fait, elle était déjà depuis là le début. J'étais juste en train d'apprendre. Comme on apprend à conduire, on est en train de répéter, vous êtes d'accord? On ne se donne pas de répéter. Et c'est normal qu'au début, ça soit mal maîtrisé. Parce qu'on est en train de modéliser. Vous me suivez là-dessus? Alors du coup, c'est ce que j'appelle l'immersion. Dans l'immersion, il y a deux choses vraiment importantes. Les rituels que vous créez, le matin, les rituels de votre pensée, les mécanismes, les habitudes. Pourquoi mon site s'appelle, le premier site que j'ai créé, Attitude Gagnante? Parce que je me suis dit, mais merde, pourquoi ces gens réussissent plus que moi? Alors au début, je pensais qu'il fallait travailler plus pour gagner plus, pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui n'est pas connu. Et effectivement, ça marche, travailler plus pour gagner plus, j'avais plus de résultats. Vu que je suis passé de léthargie qu'une loque humaine à commencer à créer de l'action, j'ai au début eu plus de résultats. Au bout d'un moment, j'ai eu un problème, ma journée fait 24 heures. Et je bossais comme un malade. Donc au bout d'un moment, comment faire pour passer au cran du dessus? Et quand j'ai commencé à rencontrer des gens, à interviewer des gens, je me suis dit, mais pourquoi ils ont plus de réussite que moi? Pourquoi ils ont plus d'argent que moi? Pourquoi ils semblent plus heureux que moi? Et à chaque fois, c'était le même truc. Ils n'ont pas les mêmes réflexes que moi. Je me rappelle la première fois que je suis allé, j'ai pris le train pour aller à Genève, depuis Lyon, et je dis à ma mère, je vais inviter un millionnaire au restaurant. Elle me dit, toi, tu vas inviter un millionnaire au restaurant? Ça va pas? Je dis, attends, il manquerait plus que ça soit lui qui m'invite. Et je me rappelle que ça allait coûter une fortune, parce que c'était étudiant pour moi de me payer le train plus un restaurant, et j'avais fait attention de ne pas prendre le kebab du coin quand même. Je m'étais dit que ça serait quand même important de l'honorer. Donc du coup, ça allait coûter quand même une belle facture. Mais ce que j'avais remarqué quand je l'ai interviewé, c'est que tout ce qu'il savait, globalement, je le savais. Mais la grosse différence entre lui et moi, c'était ses réflexes. Et je me suis dit, ok, je vais aller étudier les gens sur quels sont leurs réflexes, créer des rituels, rentrer en immersion pour créer des nouveaux circuits. Là, ce soir, je voulais vraiment insister sur des trucs qui, selon moi, généralement, je ne pousse pas assez. Parce que généralement, dans les conférences, je parle de la base. Là, ce soir, j'ai considéré que vous avez la base pour vous donner les trucs que je retrouve justement chez les gens, que je ne retrouve pas chez les gens qui ont les mêmes connaissances mais qui n'ont pas les résultats. Et avec du recul, on en discutait aussi avec Julie, je me suis rendu compte qu'il y a un truc que j'ai fait dès le début, c'est que je suis rentré en immersion. Comment j'ai fait ça? Très simplement. Des citations partout sur mon mur, des citations sur mon téléphone, des audios tous les jours, dans le métro, sur le vélo, pendant que je tournais la pelouse. Ma mère, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Je voulais jamais tourner la pelouse, jusqu'au jour où j'ai découvert les écouteurs intra-auriculaires qui me permettaient d'écouter quelque chose sans être gêné par le bruit de la tondeuse. Ce jour-là, j'ai dit ok, je vais bien tourner la pelouse. Ça me permettait de me faire une heure d'audio que je répétais, et je répétais, et je répétais. Et à longueur de journée. Et je prenais pas tout le temps les nouveaux audios. Je me rappelle par exemple les audios de Robbins, Personal Power, je l'avais écouté à peu près 52 fois en l'espace de 6 mois. Et c'est un programme qui dure 20 heures. Alors que je ne comprenais pas l'anglais. Et je m'en foutais de comprendre l'anglais. Une fois tous les 6 mois, je comprenais un mot, j'étais content. Et après, j'ai commencé à comprendre des phrases. Après me dire, ah, il a dit ça.
et comprendre 2 jours plus tard qu'en fait il n'avait pas dit ça, mais ça avait été super utile ce que j'avais compris. Donc c'est génial quand même. En fait j'avais trouvé des réponses en moi sans comprendre ce qu'il disait. Mais en fait j'étais en immersion. Puis l'immersion c'est devenu mon environnement, c'est-à-dire j'ai commencé... C'était une figure de style. J'ai commencé à rencontrer des gens, vraiment mettez de la valeur. C'est un truc que je vois chez les personnes qui n'ont pas de résultats, c'est de ne pas changer leur environnement. De ne pas changer les amis. De ne pas sélectionner et choisir spécifiquement les gens que vous avez autour de vous. Les gens me disent, mais pourquoi tu es si motivé? Et je pense que les gens qui étaient là ce week-end avec moi ont bien compris comment je fais pour être si motivé. Je fais venir 3 intervenants. Ces 3 intervenants, ils sont à une haute fréquence. Ce qui fait que je suis entouré de gens qui ont une norme, et cette norme me permet de maintenir ça. Parce que j'ai des baisses. Parce que j'ai des fois où je perds confiance. Parce que j'ai des fois où j'ai des peurs. Parce que j'ai des fois où j'ai des incertitudes. Des fois je doute de moi, même encore aujourd'hui. Ce qui me permet de remonter, c'est l'environnement que j'ai créé. À 1 semaine de partir aux États-Unis, j'avais pas de rendez-vous. Et j'avais pris un vol direction Los Angeles, enfin New York, un retour direction Paris depuis Los Angeles. J'avais 33 jours, je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Je me rappelle Thierry Boiron, qui est le patron d'Avatar Boiron, je l'appelle, on mange ensemble, il m'a dit juste cette phrase. David, j'adore ton projet, fonce. Est-ce qu'une phrase peut changer votre vie? Bien sûr. Par contre, une phrase de la mauvaise personne ne changera pas votre vie. Le David fonce d'une personne qui ne m'inspirerait pas n'aurait rien changé. Vous êtes d'accord que si par exemple vous êtes pourri en tennis, vous allez voir Nadal en lui disant « Franchement, t'es top, je crois en toi ». Je suis pas sûr que ça influence beaucoup sa réussite. Vous êtes d'accord ou pas? Donc c'est bien d'être encouragé. Mais si vous êtes encouragé par des personnes qui sont soit au-dessus de vous, entre guillemets, dans le sens qui ont déjà avancé sur le chemin, soit des personnes qui en sont au même niveau que vous, c'est pas le même impact. Ces 33 jours aux États-Unis ont été à la fois peut-être les 33 jours les plus douloureux de ma vie, parce que je me suis pris des baffes à longueur de journée. Mais aussi les 33 jours les plus puissants et les plus magiques de ma vie. Mon entreprise, ma vie, ma façon de penser s'est transformée depuis les États-Unis. Pourquoi? J'ai passé 33 jours au contact de gens qui avaient des standards 4 fois plus hauts que les miens. Forcément, ça a challengé mon corps. Forcément, ça a challengé mes façons de penser. Quand il y a Mark Victor Hansen, celui qui a coécrit Bouillon de poulet pour l'âme, qui est le record mondial de livres vendus dans le monde, 500 millions de ventes de livres dans le monde, et qui me dit David, comme s'il me parlait du fait de se brosser les dents, tout le monde devrait avoir un objectif qui devrait impacter au minimum 1 milliard de personnes. Ok. Alors, je vais re-regarder ma liste d'objectifs, je n'avais pas vu autant de zéros. Forcément, du coup, se décomplexer, à rajouter un petit zéro en plus, tout va bien. Et on pourrait se dire, oui, on pourrait le faire comme ça, mais c'est pas pareil de se dire, ok, j'ai entendu, je le fais, que de l'entendre d'une personne qui vous regarde dans les yeux et qui vous en parle comme si c'était juste normal. Qu'est-ce qui fait que vous apprenez? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant apprend? Parce qu'il est au contact de gens qui ont validé les choses dans leur matière. Dans la matière, pour eux. Pourquoi cette phrase de Gandhi, elle m'impacte? Pourquoi elle a impacté autant de monde? Be the change you want to see in the world. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde, que vous pouvez transférer sur plein d'autres choses. Incarnez le changement que vous voulez voir dans votre famille, incarnez le changement que vous voulez voir chez vos enfants, incarnez le changement que vous voulez voir dans vos équipes, incarnez le changement que vous voulez voir dans votre entreprise, incarnez le changement que vous voulez voir dans votre couple. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à vivre à une nouvelle norme, tout le monde se transforme. D'accord? Et donc quand vous êtes au contact de gens qui incarnent les choses, sans même vous en rendre compte, vous transformez. Et si vous avez envie de creuser, c'est ce qu'on voit en épigénétique. C'est-à-dire qu'en fait, votre environnement influence l'activation ou la désactivation de vos gènes. Si je vous mets tout seul là, dans cette salle, avec 99 dépressifs, enfermé dans cette salle pendant 6 mois, même avec caca, vous ne pourrez pas être optimiste. Au bout d'un an, vous allez me regarder, ah non, ça me fait pareil. Pourquoi? Parce que sans même ne rien faire, l'énergie des autres va vous influencer, aussi puissant que vous êtes. Et si 99 ça ne suffit pas, on mettra un stade de dépressif. Et ils vont activer des choses en vous. Mais à l'inverse, imaginez ce que ça fait de vous réveiller le matin, de vous lever le matin, et d'avoir des gens autour de vous, de les appeler. Et ces gens-là sont 99 personnes enthousiastes,
qui se lèvent le matin et qui se disent « Je crois en mes rêves, je suis fort, je suis puissant, je suis charismatique », qui se lèvent le matin et qui se disent « Peu importe les difficultés, peu importe les challenges, peu importe ce qui se passe, je vais y arriver », qui se disent « Ok, à chaque chose que la vie me donne, il y a une opportunité, il y a un cadeau. Si je ne vois pas le cadeau, je vais créer un cadeau. Si j'arrive pas à créer ce cadeau, je fais confiance à la vie, il va en avoir un parce que je ne suis pas encore capable de le voir maintenant. » Vous vous levez avec des gens comme ça, est-ce que ça fait une différence à votre avis? Bien sûr que ça fait une différence. Si vous êtes feignant pour réussir, mettez de la valeur sur l'environnement. Vous allez vous lever, vous allez les appeler, ils vont transformer votre vie. Pour ceux qui me suivent depuis 1 an et qui voient, et je n'ai pas besoin de validation externe parce que je le sais, chaque mois, je sens que je suis différent. Pourquoi je sens que je suis différent? Parce que je passe mon temps avec des gens qui m'inspirent et qui valident des standards plus élevés que les miens. Et qui me confrontent. Dans mon séminaire, là ce week-end, j'ai fait venir des partenaires. J'ai fait venir des collègues. Pourquoi? Parce que je sais que ceux-là, en sortant, ils ne vont pas forcément me dire « juste c'est super ». Ils vont aller me challenger. Ils vont aller là où, vont aller appuyer où ça fait mal. Ils vont me dire « ok, ça c'était top, mais là il y a le truc que tu pourrais améliorer ». Et c'est pas toujours agréable. Je préférerais qu'on me dise « David, t'es extraordinaire ». Mais au fond, j'en ai rien à faire de valider un pseudo extraordinaire à court terme. Ce qui m'intéresse, c'est de me créer une vie que je trouve extraordinaire. Et je sais que les autres sont magiques pour ça, parce que les autres voient des trucs que je n'arrive pas à voir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ma chérie m'aide énormément à avancer. Pourquoi? Parce qu'elle me confronte régulièrement, et elle a une vraie faculté à le faire, à ce qui ne va pas dans mes vidéos, à ce qui ne va pas dans mes conférences. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que plus j'apprends à apprécier ses feedbacks, plus elle apprend aussi à me les dire de façon plus cool. Parce qu'au début, c'était dur. J'avais passé 10 heures sur une vidéo, je disais « Qu'est-ce que t'en penses ?» Elle me disait « Il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas !» Maintenant, elle me dit plus « Bon, il y a ça qui va, c'est génial, et alors sinon... » Mais je sais que au début, je m'énervais contre elle. Et je me rappelle une fois, elle me dit « Bah écoute, si tu veux pas de mes réponses, tu me demandes pas. » Elle avait raison. Si je ne veux pas de ces réponses, je ne lui demande pas. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenu un bon gros sadomaso. Non seulement je fais caca, mais en plus je suis un sadomaso. Je vais lui demander des retours. Parce que je sais que quand elle me dit cette vidéo, elle est top, je l'ai validée à plusieurs reprises, la vidéo, elle est top. La vidéo qu'elle a montée, elle a fait le montage à partir de rush qu'on avait fait. Cette vidéo, en 2 mois, elle a fait 108 000 vues. Vous imaginez? 5 jours après, on était déjà, je crois, à 30 000 ou 40 000. Donc, je préfère des critiques à court terme et m'offrir la vie que je veux à long terme. Ça vous parle? Qui a envie de faire caca? Alors, pour conclure l'heure qu'on a passée ensemble, je voudrais vous partager un truc qui m'inspire. Mohamed Ali, vous connaissez? Il y a un journaliste qui lui demande « Mais combien tu fais de pompes, Mohamed? Combien tu fais de pompes? J'aimerais savoir, j'aimerais m'entraîner de la même façon que toi. Combien tu fais de pompes? Combien de fois vous vous entraînez? Combien de fois, vous, là je vous demande, vous faites des 2 mm, des challenges? Combien de fois vous vous remettez en question? Combien de fois vous allez en dehors de votre zone de confort? Combien de fois vous allez explorer des nouveaux territoires? Combien de fois vous allez parler à des nouvelles personnes? Ici, il y a peut-être 200 personnes. Regardez, il y en a des gens qui vont se dire « Ouais, j'ai compris le truc des opportunités. Et dès jeudi, je vais saisir des opportunités. » Mais en fait, si ça se trouve, votre voisin, votre voisine, c'est une opportunité. Qu'est-ce qui se passerait si là, maintenant, vous commenciez à saisir les opportunités? Et pas forcément les saisir, parce que pour les saisir, il faut les voir. Et pour les voir, il faut commencer à se dire « Je vais aller là où je ne vais pas d'habitude. Je vais aller faire ce que je ne fais pas d'habitude. » Et donc moi, Mohamed Ali, ce qui m'intéresse et ce qui m'inspire, c'est qu'il dit « En fait, j'en sais rien combien de pompes je fais, parce que je commence seulement à compter quand ça fait mal. Je commence seulement à compter quand je fais ces 2 foutus millimètres. » Alors du coup, j'ai une dernière question à vous poser. C'est quoi vos 2 prochains millimètres? En fait, je crois en vous, vraiment je crois en vous. Plus j'aide des personnes, plus j'accompagne des personnes, plus je suis bluffé par ce que les gens font. Et des fois, je me prends des baffes parce que les personnes que j'accompagne font des trucs qui sont beaucoup plus rapidement que moi. Et c'est ça que je vois de la magie. Je réalise que plus j'arrive à structurer ce qui m'a permis d'aider, ce qui m'a permis de réussir, plus j'arrive à aider les gens à faire plus rapide que moi.
Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que vous avez envie que ça soit rapide ou pas? Si vous avez envie que ça soit rapide, vous avez partagé 6 points aujourd'hui. Choisissez 101. Et là, maintenant, et je vais demander qu'on verrouille les portes. On va baisser la lumière, et je vous donne pas la suite. Non, sérieusement. Si vous voulez que cette conférence elle soit utile, et vous êtes libre de le faire ou de pas le faire, moi je sais que j'ai fait mon petit pas d'aujourd'hui. Choisissez... Choisissez un truc que vous n'avez jamais fait, qui est accessible pour vous, qui est petit pour vous, à faire là, soit ce soir, soit demain. Un truc différent, un challenge, une question à poser, un coup de téléphone, un mail, vous rendre sur place quelque part, demandez quelque chose que vous ne demandez pas d'habitude, communiquez différemment dans votre couple, communiquez différemment avec vos enfants, faites quelque chose. J'ai de la gratitude de tous les mails que je reçois de personnes qui me disent « J'ai fait un truc après ton séminaire, j'ai fait juste un truc, mais ce truc-là, j'en suis fier. » Si vous voulez vraiment une façon d'honorer le temps que les personnes qui arrivent ici vous consacrent, prenez un seul truc, appliquez-le, comme ça vous pourrez vous dire c'était pas seulement des belles théories, c'était pas seulement une belle énergie, c'était pas seulement un bon moment, c'était quelque chose de concret que j'ai validé, que j'avais jamais fait avant, et je sais que du coup j'ai bien fait d'être là ce soir, aujourd'hui et durant ces 3 jours. Alors qui ici a envie de passer à l'action? Non, je vous entends pas. Qui ici a envie de passer à l'action? Vraiment? Vraiment? Alors choisissez-moi une action et sortez pas de cette salle sans avoir passé à l'action. Parce que moi je vous dis, je crois que vous pouvez réaliser vos rêves et je crois que ça peut commencer maintenant et que c'est possible dès maintenant. Bonne action à vous et merci.